Mon père se tenait au bout de la table avec un microphone et un verre. Il a nommé mon frère en premier, puis ma sœur, puis ma autre sœur, ensuite la plus jeune, puis il s'est assis. C'est tout le monde. Merci à tous d'être ici ce soir, 41 personnes dans cette salle. J'avais organisé l'intégralité de l'événement. J'ai posé mon verre sur la nappe en lin, et j'ai ramassé mon sac à l'arrière de ma chaise. Pas de scène. Pas de discours. Pas d'adieu. Je ne suis jamais retourné à cette table. Mon nom est Nadia Oy. J'ai 31 ans. Et mon père a prononcé chaque nom à cette table, sauf le mien. Je veux commencer avant. Le dîner. Je veux commencer 12 ans plus tôt parce que le dîner n'est pas arrivé. Dans le vide. Et je pense que vous devez comprendre le terreau sur lequel il a poussé. Le dîner était la partie visible, la partie au-dessus de la surface. Tout ce qui se trouvait en dessous s'accumulait depuis longtemps. La façon dont les sédiments s'accumulent au fond d'une rivière, lentement, invisiblement. Jusqu'au jour où l'eau change et où vous pouvez voir ce qui s'y est construit. Depuis le début. Mon père s'appelle Edmundo Oy. Il a 63 ans. Il a passé 33 ans en tant qu'ingénieur en structure dans une entreprise d'infrastructure civile appelée Alter & Associates, qui occupait les 14e et 15e étages d'un immeuble de verre à l'est de la ville. Il était bon dans son travail de la manière dont les hommes prudents et patients sont bons dans les choses, pas avec brillance ou innovation, mais avec précision et constance. Il vérifiait ses calculs 2 fois. Il gardait ses dossiers de projets organisés par date et par client dans des classeurs étiquetés sur une étagère derrière son bureau, dont son assistant. Un homme nommé Peter Lowe m'a dit un jour qu'ils étaient les dossiers les plus méthodiques de tout le département. Il arrivait à 8h15 chaque jour ouvrable. Pendant 33 ans, ce qui signifiait qu'il n'était jamais la première personne à arriver et jamais la dernière, ce qui était, je pense, exactement là où il voulait être. Il est resté dans la même entreprise pendant 3 décennies parce qu'il croyait que la loyauté était une forme d'intégrité. Il l'a dit une fois. Explicitement à une table de dîner quand j'avais environ 14 ans, et que Kofi venait de changer d'école pour la 2e fois. Mon père a posé sa fourchette. Et a dit qu'un homme qui bougeait sans cesse était un homme qui n'avait pas encore décidé ce qu'il défendait. Il l'a dit calmement, comme il disait la plupart des choses, puis il a repris sa fourchette et la conversation a continué. Il appliquait cette croyance de manière inégale. Mais je ne l'ai compris que beaucoup plus tard. Nous sommes 4. Mon frère Kofi a 38 ans. Ma sœur Abena a 35 ans. J'ai 31 ans. Mon plus jeune frère, Wami, a 27 ans. Nous avons grandi dans une maison de 4 chambres sur une rue appelée Fenwick Crescent, dans une banlieue qui n'était ni riche ni en difficulté, le genre de quartier où les gens tondent leur pelouse le samedi matin. Débattent des taxes foncières lors des réunions d'associations de quartier et emmènent leurs enfants au cours de natation sans trop se demander si ces enfants se sentaient vus pendant qu'ils le faisaient. Le nom de ma mère est Grace. Elle a 61 ans. Elle a enseigné en classe de CE2 dans une école primaire à 4 pâtés de maison 2. Chez nous pendant 26 ans. Et elle est le genre de femme qui se souvient de chaque détail concernant les autres et de très peu concernant elle-même. Elle se souvient des noms des frères et sœurs de ses élèves. Elle se souvient de ce que les gens ont commandé dans les restaurants il y a 3 ans. Elle envoie des cartes d'anniversaire aux parents de ses collègues. Ce n'est pas une femme cruelle. Elle n'a jamais été une femme cruelle. Mais elle a toujours été une personne qui ne remarquait pas ce qu'elle ne cherchait pas. Et pendant la majeure partie de ma vie, elle ne m'a pas cherché comme elle cherchait les autres. J'ai passé du temps à essayer de comprendre pourquoi. La réponse honnête est que je ne le sais pas pleinement. Je n'étais pas l'aîné, ce qui donnait à Kofi une gravité spécifique dans la famille. La première, celle sur qui tout était testé, celle qui fixait le modèle. Je n'étais pas celle qui était créative, ce qui était là.
Désignation d'Abena depuis l'âge de 7 ans environ, quand elle a commencé à dessiner des visages sur toutes les surfaces de la maison, et mes parents en ont encadré un et l'ont mis dans le couloir au lieu de le jeter. Je n'étais pas là. Plus jeune, ce qui était l'héritage permanent de Wami, le bébé, celui pour qui tout le monde s'adoucissait, celui dont les sentiments étaient toujours les plus récemment formés et donc les plus fragiles. J'étais celle qui était calme. C'est ainsi que les familles s'organisent. Elles attribuent les rôles tôt, dans les premières années, quand tout est en train d'être établi. Et puis elles oublient de les réattribuer quand les enfants grandissent et que les rôles ne correspondent plus. La personne calme devient une catégorie permanente. Et la personne calme, j'ai appris, est celle sur qui l'on peut compter précisément. Parce qu'elle ne fait pas de bruit à ce sujet. J'étais aussi, à partir de 19 ans, celle qui gérait les choses. Cela a commencé avec la paperasse médicale de ma grand-mère à l'automne de ma première année d'université. Son nom était Adoa. Elle était la mère de mon père, 74 ans, petite, précise et possédant une opinion sur tout ce qu'elle avait jamais rencontré. Elle a eu une opération de la hanche. En octobre de cette année-là, une chirurgie prévue, pas une urgence, mais la convalescence et la paperasse qui ont suivi étaient plus compliquées que ce que tout le monde avait anticipé. Elle a été admise dans un établissement de rééducation appelé Crestwood Transitional Care, à 20 minutes de chez mes parents. Et la paperasse de sortie à elle seule faisait 43 pages. Mes parents étaient dépassés. Mon père était au milieu d'un grand projet d'infrastructure et travaillait 12 heures par jour. Ma mère gérait sa classe et sa propre mère, qui n'était pas bien. Kofi avait 26 ans et travaillait dans une entreprise de logistique et gérait quelque chose dans sa propre vie dont personne ne parlait directement mais que tout le monde comprenait comme étant significatif. Abena voyageait. Elle avait pris une année entre sa licence et un programme de master. Et elle était quelque part au Portugal, je crois, quand cela s'est produit. Wami avait 15 ans et n'avait aucune compétence en paperasse et on ne s'attendait pas à ce qu'il en développe. Je suis rentré chez moi un jeudi, non pas parce que quelqu'un me l'avait demandé, parce que j'ai regardé la situation et j'ai vu ce qui devait être fait, et j'étais celle qui était disponible et capable. Et cette combinaison, je l'avais déjà appris à 19 ans, signifiait que ce serait moi. Je me suis assise à la table de la cuisine avec les documents d'assurance de ma grand-mère, sa paperasse de sortie et un bloc-notes jaune, et je l'ai organisé. J'ai fait une liste de chaque formulaire qui devait être rempli, chaque échéance, chaque numéro de téléphone. J'ai appelé la coordinatrice des patients de l'établissement, une femme nommée Bernice Ofosu, qui avait une voix fatiguée et des informations très précises, et qui appréciait, je pouvais le dire, que je pose des questions spécifiques plutôt que générales. J'ai appelé la compagnie d'assurance et navigué dans le système automatisé jusqu'à ce que je joigne un être humain nommé Marcus, nom de famille non donné, qui m'a guidé à travers la structure de couverture pour les soins transitoires. J'ai appelé le généraliste de ma grand-mère, un docteur y admis, et confirmé le calendrier des médicaments post-sortie et lui ai fait envoyer les instructions écrites à la fois à l'établissement et à l'adresse de mes parents. Cela a pris la majeure partie de ce jeudi et une partie de vendredi matin. Mon père m'a regardé travailler depuis l'embrasure de la cuisine à plusieurs moments. Il n'a pas proposé d'aider. Il s'est pris un verre d'eau à un moment donné et a regardé les papiers étalés sur la table et a dit, « Tu es doué pour ça. » J'ai dit, « Quelqu'un devait l'être. » Il a hoché la tête. Il est retourné dans le salon. Je suis retourné à l'université vendredi après-midi. Je n'y ai pas beaucoup pensé. Après ça, cela devait être fait. Je l'avais fait. Cela semblait être la transaction complète. Ce n'était pas la transaction complète. Ce jeudi est devenu un modèle. À partir de ce moment-là, sans que personne ne décide. Formellement,
l'arrangement a été établi. Quand la famille avait besoin de quelque chose d'organisé, j'organisais. Le rôle s'est cristallisé autour de moi. De la façon dont les rôles le font quand vous êtes compétente, calme et présente, progressivement sans annonce jusqu'au jour où c'est simplement ce que vous êtes. Au cours des 12 années suivantes, j'ai géré le renouvellement de l'assurance habitation de mes parents lorsque leur tarif a augmenté de 40% et que mon père a reçu la lettre et n'a pas compris les devis comparatifs. J'ai passé 2 soirées au téléphone avec 3 courtiers différents. Une femme nommée Dana Fitch dans une entreprise, un homme nommé Rob Silly dans une autre, et un courtier nommé Clément Ozu qui travaillait indépendamment et qui leur a finalement trouvé un meilleur tarif avec un autre souscripteur. J'ai présenté à mes parents un résumé d'une page des 3 options avec les différences pertinentes soulignées. Mon père a dit, bien, prends Clément. Il n'a pas demandé ce que cela m'avait coûté en temps. J'ai coordonné 3 voyages en famille. Des vacances à la plage quand Wamy terminait le lycée. 7 personnes. 4 chambres, 2 vols, des restrictions alimentaires pour la nouvelle intolérance de ma mère qui nécessitait une conversation séparée avec le complexe hôtelier. Un voyage de retrouvailles familiales quand ma grand-mère a eu 80 ans, ce qui impliquait 11 personnes sur 3 générations, une salle à manger privée dans un restaurant qu'elle avait toujours voulu visiter. Et un livre photo que j'ai assemblé à partir de contributions que cela m'a pris 3 semaines pour poursuivre tout le monde. Un long week-end pour le 35e anniversaire de mariage de mes parents, ce qui était l'idée de Kofi, et qu'il a proposé avec enthousiasme lors d'un dîner du dimanche, puis n'a rien contribué. Au-delà d'un transfert d'argent quand je lui ai dit le montant final. J'ai géré la succession de ma grand-mère après sa mort, 3 ans avant le dîner de retraite. Ce n'était pas une grande succession, une petite propriété qu'elle possédait entièrement. Quelques économies, quelques effets personnels qu'elle avait documentés dans une liste manuscrite qu'elle m'avait donnée spécifiquement 2 ans avant de mourir. Pas à mon père, à moi. Je n'ai pas pleinement compris pourquoi. À l'époque, j'ai travaillé aux côtés d'un avocat spécialisé en succession, nommé Martin Asser qui avait un bureau au 3e étage d'un immeuble près du palais de justice et qui était minutieux et sans précipitation et qui m'a dit 2 fois lors de 2 réunions différentes que je devrais envisager une carrière dans l'administration des successions. Je lui ai dit que j'avais déjà choisi une carrière. J'étais chef de projet senior dans une société de conseil en architecture et design appelée Brennan Voss Partners. J'y étais depuis 4 ans. Au moment du dîner de retraite. Mon travail consistait à gérer la livraison opérationnelle des projets de design, du brief initial jusqu'à la remise au client, ce qui signifiait budget, échéancier, relation avec les entrepreneurs, communication avec le client, registre des risques, gestion du changement, rapport d'avancement. Cela signifiait savoir où se trouvait chaque pièce mobile à chaque instant et savoir lesquelles allaient causer un problème avant qu'elle ne le fasse. C'était, je l'ai reconnu, essentiellement le même travail que celui que je faisais pour ma famille depuis l'âge de 19 ans. La différence était qu'à Brennan Voss, ma directrice, une femme nommée Caroline Haynes, examinait mes rapports de projet et me disait spécifiquement ce qui fonctionnait et ce qui nécessitait un ajustement. Elle me donnait des commentaires. Elle m'a dit lors de mon évaluation de 3e année que j'avais produit le bilan de livraison de projet le plus constamment fiable de tout le PM senior de l'équipe. Elle l'a dit directement dans une salle de réunion avec mon nom sur le point à l'ordre du jour. Ma famille ne me disait pas quand j'avais bien fait quelque chose. Il me disait ce qui devait être fait ensuite. Je veux être prudente ici parce que je ne veux pas faire sonner cela comme une liste de griefs. Ce n'était pas du grief que je ressentais pendant la majeure partie de ces 12 années. C'était quelque chose de plus proche de l'acceptation. J'avais les compétences. J'étais disponible. Les choses devaient être faites. Il
Il y a une sorte de satisfaction dans cela, dans le fait d'être la personne qui peut voir ce qui doit arriver et le faire arriver proprement. Je ne prétendrai pas que cette satisfaction n'était pas réelle. Ce que je n'ai pas examiné pendant longtemps, c'était l'hypothèse enfouie dans l'arrangement. L'hypothèse était que parce que je l'avais toujours fait sans qu'on me le demande, cela ne nécessitait pas de reconnaissance. Que le faire et le remercier étaient des choses séparées et que le faire était suffisant en soi. J'avais accepté cette hypothèse sitôt que j'avais cessé d'être capable de la voir. Elle était devenue invisible de la façon dont les meubles deviennent invisibles, présents dans chaque pièce, jamais remarqués jusqu'à ce que quelqu'un les déplace. Le dîner de retraite était l'idée de mon père, de la même manière que la plupart des choses qu'il voulait était son idée mentionnée lors d'un dîner de famille en janvier. Lancé comme un concept. Puis laissé dans la pièce comme un objet placé sur une table avec l'attente que quelqu'un le ramasserait. Il a dit qu'il voulait un départ à la retraite approprié. Il a dit qu'il voulait les gens du travail, la famille, les amis, et certains des voisins de l'ancienne rue avant qu'il ne déménage. Il voulait un lieu, un repas assis, quelque chose qui semblait intentionnel. J'ai dit que je m'en occuperais. Je l'ai dit de la façon dont je le disais toujours, sans hésitation, sans condition, sans demander quelle aide serait disponible, parce que j'étais doué pour ça, et parce que l'alternative était que cela ne serait pas fait ou que cela serait fait mal. Et je ne pouvais pas laisser confortablement l'une ou l'autre de ces choses arriver. Ce que je n'ai pas dit et n'ai pas pensé à dire, c'était « j'aurais besoin d'aide » ou « j'aurais besoin que cela soit reconnu » ou même, en privé avec moi-même, c'est la dernière. Je fais ça et ensuite je ne ferai plus ça. Je n'ai dit aucune de ces choses parce que je n'y étais pas encore arrivé. J'étais encore à l'intérieur de l'arrangement, opérant toujours selon sa logique, toujours convaincu que le faire était sa propre chose complète. J'ai commencé à organiser en janvier et le dîner était en mai, 4 mois et 11 jours si vous comptez, ce que je ne faisais pas à l'époque, mais que j'ai compté depuis. J'ai réservé la salle à manger privée dans un restaurant appelé le Mercétable. C'était un restaurant bien considéré dans la partie centrale de la ville. Pas l'option la plus chère que j'ai regardée, mais la plus appropriée. La salle privée accueillait jusqu'à 50 invités confortablement. Elle avait une bonne acoustique, ce qui comptait parce que mon père allait parler et je voulais que sa voix porte. Elle avait une petite configuration avec la coordinatrice du lieu, une femme composée nommée Dileya Farr, m'a dit pouvoir être complétée avec un microphone loué et un écran d'affichage si j'en avais besoin. J'ai dit que j'en aurais besoin. Elle a pris une note. J'ai confirmé 41 invités. J'ai construit la liste RSVP à partir du carnet d'adresses de mon père, du catalogue mental d'amis de la famille de ma mère, et d'une liste de collègues que l'assistant de mon père, Peter Lowe, m'a envoyé par email quand je l'ai contacté directement. J'ai poursuivi les RSVP pendant 6 semaines. 2 personnes du département de mon père n'ont jamais répondu. Et je les ai appelés. Tous les deux. Un homme nommé Jeffrey Strang qui s'est excusé et a confirmé, et une femme nommée Ruth Kapor qui avait un conflit d'horaire mais a demandé si elle pouvait envoyer une carte, ce que je lui ai dit serait très bienvenu. J'ai conçu le programme moi-même. Ce n'était pas strictement nécessaire. J'aurais pu commander un programme imprimé standard chez un papetier événementiel. Mais je savais à quoi je voulais qu'il ressemble et je savais que j'étais la seule personne qui le ferait ressembler à ça. Alors je l'ai conçu. J'ai travaillé dessus le soir après avoir fini mon travail réel, 3 soirées sur 2 semaines en utilisant un logiciel de mise en page que j'avais appris moi-même. Pour un projet Brennan Voss 2 ans auparavant. Le programme listait la chronologie de carrière de mon père, les projets, les promotions, les années. Il incluait un court paragraphe sur Alter & Associates que j'ai écrit à partir de zéro et que Peter Lowe a lui approuvé.
Et il incluait une photographie. La photographie datait de la première année de mon père dans l'entreprise. Il avait 29 ans, plus mince que je ne l'avais jamais connu, avec une moustache qu'il avait rasée avant ma naissance. Il se tenait à l'extérieur des bureaux de Alter and Associates, tenant un jeu de plans roulés et plissant légèrement les yeux en direction de la caméra. La façon dont les gens plissaient les yeux avant que tout le monde ait un téléphone et ne s'exerce à être photographié. Je l'ai trouvé dans une boîte dans la salle de stockage de mes parents un samedi après-midi de février. J'ai fouillé 11 boîtes avant de trouver la bonne. La photographie était dans une enveloppe à l'intérieur d'un dossier Mania. L'intérieur d'une boîte à chaussures, ce qui est là où les choses importantes vont quand personne n'a décidé quoi faire avec elle encore. Je l'ai fait restaurer numériquement. J'ai trouvé une graphiste nommée Priya Mehta grâce à une recommandation d'un collègue et je lui ai envoyé par email l'image scannée et décrit ce dont j'avais besoin. Elle l'a fait en 4 jours. La restauration était prudente et exacte. Elle a enlevé le vieillissement sans trop le traiter, donc. La photographie ressemblait toujours à une photographie de 7 décennies plus tôt qu'à quelque chose d'artificiellement poli. Elle m'a facturé $180 pour la restauration et la mise en page du programme. J'ai payé l'impression du programme moi-même, $340 pour 45 exemplaires sur du papier cartonné crème épais, avec une finition mate. J'avais commandé 5 exemplaires supplémentaires en cas de dommage ou de demande d'invités qui voulaient en garder un. Je n'ai pas dit à mes parents ce que j'avais dépensé pour l'impression ou la restauration. Il ne m'est pas venu à l'esprit que j'aurais dû le faire. Le dépôt du lieu était de $2200, que mes parents m'ont transféré après que je leur ai envoyé la confirmation de réservation. La facture finale de traiteur était de $4870. Divisée entre mes parents et une contribution de Kofi, qui a transféré sa part 3 jours après que j'ai envoyé la facture, et qui m'a envoyé un SMS après pour dire que ça semblait être une excellente soirée. J'ai couvert les arrangements floraux aussi. Un pour la table d'entrée et un pour le bar, ce qui est revenu à $310 d'un fleuriste nommé Iado, dont j'avais vu le travail à l'événement d'un collègue et dont les arrangements étaient structurés sans être rigides. J'ai couvert la location avec $195 pour le microphone et l'écran d'affichage et la configuration des câbles que l'équipe de Diafar gérerait le soir. Mon dépense personnelle totale pour le dîner de retraite de mon père, sans inclure les 4 mois de temps de planification, $845. Je ne l'ai pas additionné. Jusqu'à plus tard. Jusqu'à beaucoup plus tard. Le matin du dîner, je suis arrivé au Mercé Table à 11h. Dileya Faré m'a accueilli à l'entrée dans un blazer sombre avec un presse-papier et un casque qu'elle ne portait pas encore. Nous avons parcouru la salle ensemble. L'arrangement de la table était proche du bon mais pas exact. J'ai demandé de déplacer 2 tables de 18 pouces vers la gauche pour améliorer la ligne de vue de la table d'honneur à l'écran et l'équipe de Dia l'a fait sans discussion. Nous avons confirmé le placement du programme, un par réglage face vers le bas pour être retourné après l'entrée. Nous avons vérifié le microphone. Nous avons parcouru la séquence avec 2 fois. La photographie apparaîtrait sur l'écran pendant le toast de mon père, Cupar. Une télécommande portative que Dileya opérerait depuis une position discrète. Près du mur du fond. Je suis parti à 13h30. Je suis rentré chez moi et j'ai pris une douche et je me suis assise à la table de ma cuisine pendant 20 minutes. Avec une tasse de thé que je n'ai pas fini. Puis je me suis habillé. J'avais acheté la robe spécifiquement pour la soirée. C'était la couleur de l'eau profonde, un bleu si sombre qu'il se lisait presque noir sous certaines lumières, mais capturait le bleu dans les bonnes. J'avais dépensé plus pour elle que ce que je dépensais habituellement en vêtements, non pas parce que j'essayais d'impressionner quelqu'un, mais parce que je voulais ressembler à une personne qui avait organisé cet événement. Je voulais être visible. J'avais fait coiffer mes cheveux ce matin-là avant la visite du lieu, un chignon que j'avais
Décrit à la styliste, une femme nommée Lena Park, comme structurée mais pas sévère. Je suis revenu au Mercé Table à 18h15. 45 minutes avant les invités. J'ai vérifié la salle une fois de plus. Les programmes étaient placés correctement. Les fleurs étaient en position. La photographie était chargée sur l'écran d'affichage, invisible pour l'instant derrière l'économiseur d'écran. Tout était là où il était censé être. Je me suis tenu près de l'entrée et j'ai attendu. Mon père est arrivé à 18h47 avec ma mère. Il portait un costume que je n'avais pas vu avant, un gris anthracite, bien ajusté, qu'Abena l'avait emmené acheter le week-end précédent. Il avait l'air bien. Il avait l'air d'un homme qui comprenait que cette soirée était pour lui, et qui était à l'aise de recevoir cela. Il s'est tenu à l'entrée et a accueilli les premières arrivées. Avec une chaleur que j'ai reconnue de sa personnalité publique, la version de mon père qui existait lors des dîners d'entreprise et des rassemblements de quartier. Facile et gracieux, quelqu'un que les gens étaient contents de connaître. Il m'a croisé près de l'entrée à 18h52. Il a mis sa main brièvement sur mon épaule, une main brièvement, la façon dont vous touchez un cadre de porte quand vous passez à travers, et a dit, tout semble merveilleux. Puis, il a continué à saluer quelqu'un de son département qui venait juste de franchir la porte. Je suis resté où j'étais pour un moment. Je me suis dit que c'était suffisant. Je l'ai dit clairement à l'intérieur de ma propre tête. La façon dont vous dites quelque chose quand vous essayez de vous convaincre que c'est suffisant. Il a remarqué, c'est suffisant. Je l'ai cru où j'ai essayé où j'avais assez de pratique à le croire que l'essai semblait presque le même. Le dîner s'est bien passé. La salle s'est remplie de la façon dont les salles bien organisées se remplissent régulièrement sans lacune ni ruée. L'équipe de Dia était lisse. La nourriture est sortie correctement et à temps. Le premier cours a été débarrassé à 20h10. À 20h30, la salle avait atteint le niveau de chaleur. Cela signifie qu'un dîner fonctionne. Les voix superposées les unes aux autres. Le son des verres. Quelqu'un qui rit près du bar avec la tête en arrière. Les programmes ont été bien reçus. J'ai regardé les gens les ouvrir pendant l'entrée, je les ai regardés faire une pause à la photographie, je les ai regardés se pencher vers la personne à côté d'eux pour leur montrer. Le collègue. Le plus ancien de mon père, un homme nommé Desmond Clark, qui avait rejoint Alter la même année que mon père et qui prenait sa retraite 3 mois après. Lui. Je l'ai tenu son programme levé et j'ai dit quelque chose à mon père à travers la table qui a fait rire mon père. Mon père a regardé le programme puis a levé les yeux et autour de la salle et pendant un moment j'ai pensé qu'il allait me regarder. Il a regardé en arrière Desmond. Mon père s'est levé pour son toast à 20h43. Il avait le microphone dans sa main droite et son verre de vin dans sa gauche. Il se tenait au centre de la table d'honneur et la salle s'est calmée rapidement autour de lui de la façon dont les salles se calment. Pour les personnes qui ont passé 30 ans à être la personne la plus calme dans des réunions difficiles. Les conversations se sont atténuées. Les verres ont été posés. Dia depuis sa position près du mur du fond a tamisé les lumières au plafond de 10% ce que je lui avais demandé de faire. Cela rendait la salle plus chaude. Cela faisait briller l'écran légèrement. Mon père s'est raclé la gorge. Une fois. Puis il a commencé. Il a parlé de Alter & Associates d'abord. Il a parlé de l'immeuble, le 14e étage, la vue de la rivière depuis les fenêtres. Orienté à l'est, la qualité particulière de la lumière lors des matins d'hiver. Quand le soleil entrait à un angle et frappait les tables à dessin. Il a parlé des projets, un pont à l'extérieur de la ville sur lequel il avait travaillé. Lors de sa 3e année et qui était toujours debout, a-t-il dit, ce qu'il considérait comme l'exigence de base pour l'ingénierie structurelle et aussi un point de fierté personnelle. Il a parlé des collègues qui étaient devenus des amis,
Desmond Clark, qu'il appelait l'estimateur le plus ennuyeusement précis. Avec qui il avait travaillé. Une femme nommée Iris Botan, qui avait quitté l'entreprise il y a 12 ans et déménagé à Vancouver, et qui avait envoyé une carte que mon père a tenu levée brièvement avant de la poser sur la table. Un ingénieur plus jeune nommé Sam Petrov qui avait rejoint l'entreprise 7 ans auparavant et qui, selon mon père, lui rappelait lui-même à cet âge, ce qu'il entendait comme un compliment et que Sam a reçu avec une appréciation visible. Il a bien parlé. Il n'était pas un homme performatif et le toast n'était pas performatif. C'était spécifique et sincère et sans précipitation et je pouvais voir les gens écouter de la façon dont les gens écoutent quand ils croient ce qu'ils entendent. Puis il a parlé de la famille. Il a regardé ma mère d'abord. Il a dit son nom, Grace. Et sa voix a changé légèrement quand il l'a dit. La façon dont les voix changent quand elles arrivent à quelque chose de vrai. Il a dit que 38 ans de mariage lui avait appris que la bonne personne à côté d'eux vous rendait tout le reste possible. Qu'il n'avait jamais pris une bonne décision sans elle dans la pièce, même quand elle n'était pas physiquement dans la pièce, parce qu'elle était toujours dans la pièce de la façon dont cela comptait. La salle a fait un son. Le son collectif chaud des gens reconnaissant quelque chose de réel. Puis il s'est tourné vers la table. Il a nommé Kofi. Il a dit que Kofi lui avait montré à quoi cela ressemblait de diriger avec intégrité. Que regarder son fils aîné devenir un homme de parole l'avait rendu fier d'une façon pour laquelle il n'avait pas de langage adéquat. Puis il a nommé Abena. Il a dit qu'Abena lui avait montré qu'une vie pleine exigeait de l'audace. Qu'elle était entrée dans chaque pièce dans laquelle elle était jamais entrée comme si elle avait tout droit d'être là. Et qu'il espérait qu'elle ne s'arrêterait jamais. Puis il a nommé Cam. Il a dit que Cam lui avait montré qu'il n'était jamais trop tard pour devenir quelque chose de nouveau. Que la volonté de son plus jeune fils de recommencer plus d'une fois sans excuse lui avait appris quelque chose sur le courage qu'il ne s'attendait pas à apprendre à 62 ans. Puis, il a levé son verre. C'est tout le monde, a-t-il dit. Merci à tous d'être ici ce soir. La salle a levé ses verres. 41 personnes. Le son du cristal. Quelqu'un a dit, ici, près du bar. Je n'ai pas levé le mien. Je veux décrire ce qui est arrivé dans mon corps à ce moment-là aussi précisément que je le peux. Parce que je pense que la précision compte ici et que le flou serait une sorte de malhonnêteté. Il n'y avait pas de douleur aiguë. Ce n'était pas dramatique de cette façon, pas une blessure, pas un choc, pas le sentiment de quelque chose qui se brise. C'était plus comme un son coupant une fréquence que vous entendez. Depuis si longtemps que vous avez cessé de l'enregistrer comme son, cessé de l'enregistrer comme quoi que ce soit. Et puis soudainement c'est parti. Et le silence où il était est la chose la plus bruyante dans la salle. J'avais été sûr. Cette liste toute ma vie. Pas explicitement. Mon père ne s'était pas levé lors des dîners précédents et n'avait pas énuméré ses enfants. Mais j'avais été sûr. La liste interne, celle que chaque parent porte, la comptabilité de qui ils voient et de qui ils sont reconnaissants et de qui ils nommeraient si quelqu'un leur tendait un microphone. J'avais supposé sans jamais examiner l'hypothèse que j'étais sur cette liste. Que 31 ans de présence, de paperasse et d'appel, d'assurance et de RSVP poursuivis dans des boîtes dans des salles de stockage. Et 845 $ de mon propre argent et 4 mois de soirée étaient un enregistrement qui existait dans l'esprit de mon père de la façon dont il existait dans le mien. Il n'existait pas. Quelque chose en moi est devenu très calme, pas calme. Calme de la façon dont un bâtiment devient calme au moment avant qu'il ne s'installe. Ce calme total attendu. J'ai posé mon verre de vin sur le lin blanc. La base du verre a fait un petit son contre la table, un son court et propre que je ne pense pas que quiconque autour de moi a entendu parce que la salle était encore dans le bruit du toast. Les verres cliquaient.
Le murmure chaud de l'approbation. J'ai atteint derrière ma chaise et j'ai pris mon sac. Le sac. Fourre-tout en cuir noir que j'utilisais pour le travail, structuré, silencieux. Il n'a fait aucun son. Je me suis levé. Je n'ai pas fait de contact visuel avec ma mère. Je n'ai pas regardé Kofi ou Abena ou Ami. Je n'ai pas regardé mon père. J'ai marché vers la sortie de la même façon que j'avais marché à travers chaque pièce que j'avais jamais organisée avec but et sans attirer l'attention. Parce que j'avais passé un long moment à apprendre comment bouger à travers les espaces sans les déranger. La salle était occupée avec elle-même. Quelqu'un riait près du bar. Deya prenait une note sur son presse-papier près du mur du fond. J'ai marché à travers le hall du Mercetable. Le tapis dans le hall était vert sombre, épais, le genre qui absorbe les pas. J'ai marché à travers la porte d'entrée. L'air de la nuit était froid pour mai, le genre de froid qui arrive le soir et au début de l'été avant que la saison ne soit pleinement engagée. Je me suis tenu sur le trottoir dehors et j'ai regardé la rue pour un moment. Une voiture est passée. Quelqu'un est passé sur le côté opposé avec un chien. Tout était ordinaire. Puis j'ai marché vers ma voiture, qui était garée dans une structure à 2 blocs de là, celle que j'avais notée pendant la visite du lieu. Ce matin-là, parce que j'avais su que j'arriverais tôt, et j'avais voulu savoir exactement où j'allais quand j'aurais besoin de partir. Je suis sorti de là. Structure à 20h51. Je suis rentré chez moi. Je n'ai pas joué de musique. Je me suis garé dans le garage souterrain de mon immeuble et je me suis assise dans la voiture pour un moment, non pas parce que j'attendais quelque chose ou que je me composais, mais parce que je n'étais pas encore prête à être dans une pièce éclairée. Le garage souterrain était calme. Une lumière fluorescente sur le mur lointain bourdonnait à une fréquence juste en dessous de l'audition consciente. Je me suis assise là jusqu'à 21h04. Puis je suis monté. J'ai changé la robe eau profonde et je l'ai suspendue soigneusement dans l'armoire. J'ai mis la bouilloire en marche. Je me suis tenu à la fenêtre de la cuisine pendant que l'eau chauffait et j'ai regardé la ville, les lumières à travers la mi-distance. L'orange particulier du ciel au-dessus des immeubles. J'ai fait du thé. Je me suis assise à la table de ma cuisine dans mes propres vêtements avec ma propre tasse dans ma propre cuisine, et j'ai bu le thé lentement, et je n'ai pas répondu à mon téléphone. Ma mère a appelé à 21h31. J'ai regardé l'écran. Je n'ai pas répondu. Kofi a appelé à 21h44. Je n'ai pas répondu. Abena a envoyé un message à 22h02. Il disait, où es-tu allé? Est-ce que ça va? 3 mots. Puis un point d'interrogation, puis 3 mots de plus. Je l'ai lu. J'ai remis le téléphone sur la table. Mon père a appelé à 22h19. J'ai regardé son nom sur l'écran pendant toute la durée de la sonnerie, 12 secondes. J'ai compté sans le vouloir. Puis ça s'est arrêté. Puis j'ai mis le téléphone face vers le bas sur la table et j'ai fini mon thé. Je me suis couché à 23h30. J'ai dormi. Je veux vous dire ce qui est arrivé dans les jours et les semaines qui ont suivi parce que je pense que cette partie est la partie la plus importante, et c'est la partie qui est laissée hors de la plupart des histoires comme celle-ci. Le dîner était une seule nuit. Ce qui est venu après était une décision prise lentement. Par paliers sans drame, la façon dont les décisions les plus conséquentes le sont habituellement. Je n'ai pas retourné les appels cette première semaine, non. Pas par colère, bien que la colère était présente, une colère propre et calme. Le genre qui ne brûle pas, mais maintient sa température régulièrement. Je ne les ai pas retournés parce que j'avais besoin de m'asseoir à l'intérieur de ce qui était arrivé assez longtemps pour comprendre ce que je voulais réellement. J'avais passé 12 ans à opérer à partir de l'intérieur d'un arrangement que je n'avais jamais examiné.
Le toast m'avait forcé à l'examiner, et j'avais besoin que l'examen soit complet avant de parler à quiconque. Ce que je ne voulais pas. J'ai découvert, c'était d'absorber cela de la façon dont j'avais absorbé les autres omissions. Et il y avait eu d'autres omissions, de plus petites, celles que j'avais reclassées et expliquées et libérées parce que les libérer était plus facile que de les nommer. Le Noël où mon père a remercié tout le monde à la table pour les cadeaux qu'ils avaient apportés et n'a pas mentionné le cadeau que je lui avais donné qui était un jeu restauré de photographie de la maison de ses parents au Ghana qui m'avait pris 6 semaines à trouver et 3 semaines à faire traiter, le dîner du dimanche où il a dit à ma mère que la maison semblait merveilleuse et n'a pas mentionné que j'avais passé le samedi précédent à l'aider à réorganiser la cuisine et à repeindre les unités d'étagère. La carte d'anniversaire qu'il signait chaque année dans l'écriture de ma mère parce qu'elle était celle qui se souvenait et achetait et écrivait. Qu'il était celui qui ajoutait son nom au bas. Je les avais toutes laissées partir. Je les avais classées au même endroit où je classais tous les efforts non retournés, dans un endroit que je ne regardais pas très souvent derrière la tâche plus immédiate de ce qui devait être fait ensuite. Je n'allais pas laisser partir celle-ci. Ce que je voulais, c'était plus dur à nommer et j'avais besoin d'aide pour le nommer. La personne que j'ai appelée était une collègue nommée Sacha Brennan, aucun lien de parenté avec le partenaire fondateur de l'entreprise, qui était architecte senior chez Brennan Voss, et qui me connaissait depuis 3 ans, et qui avait une qualité spécifique que je valorisais. Au-dessus de la plupart des autres, elle ne se précipitait pas vers les conclusions. Elle laissait les choses être compliquées pendant la quantité de temps dont elles avaient besoin pour être compliquées. Nous nous sommes rencontrés pour déjeuner un jeudi, 2 semaines et demie après le dîner. Un restaurant près du bureau, un petit endroit italien appelé Corvo où nous allions. Parfois quand une conversation devait avoir lieu quelque part qui n'était pas une salle de conférence. Elle a commandé une salade et une eau gazeuse, et elle a écouté le compte rendu complet sans interrompre les 4 mois, les programmes, la photographie, les $845, la tape sur l'épaule, le toast, le retour à la maison, le thé. Elle a tout écouté. Quand j'ai fini, elle était calme pour un moment. Elle a déplacé un morceau de sa salade avec sa fourchette. Puis a levé les yeux. Elle a dit, « Que penses-tu qu'il pensait faire ?» Je m'attendais à ce qu'elle me dise ce qu'elle pensait. Ce n'était pas comme ça qu'elle opérait, et je le savais, mais je m'y attendais quand même parce que j'avais été à l'intérieur de l'histoire pendant 2 semaines et demie, et je voulais que quelqu'un me dise ce que cela signifiait. À la place, j'ai dû répondre à la question. J'ai dit que je pensais qu'il n'avait pas pensé à moi. Du tout. Pas consciemment, pas avec intention. L'oubli n'était pas le produit d'une décision. C'était le produit d'une habitude. Une habitude si vieille et si complètement intégrée dans la structure de notre famille qu'elle était devenue invisible même pour la personne qui la pratiquait. J'étais celle qui gérait les choses. La gestion était supposée. Et les choses qui sont supposées ne sont pas nommées. Elle a hoché la tête. Elle a dit, « Et qu'est-ce que cela signifie ? Pour toi ?» J'ai dit que je pensais que cela signifiait que je devais arrêter d'être invisible de la même manière que j'avais acheté l'appartenance avec du travail invisible pendant 12 ans et l'achat n'avait jamais été réellement compensé. J'avais payé sur un compte qui n'avait pas mon nom dessus. Elle a dit. Alors qu'est-ce qui change ? Je me suis assise avec cette question pour le reste du déjeuner et pendant plusieurs jours après. C'était la bonne question. Pas ce que tu ressens, pas ce que tu vas leur faire, mais qu'est-ce qui change ? La version tournée vers l'avenir, celle qui exigeait que je prenne la responsabilité de ma propre participation dans l'arrangement, pas seulement d'assigner le blâme pour tout le monde. Ce qui a changé d'abord était l'arrangement pratique. J'ai écrit un email à ma mère, pas un SMS, pas un appel téléphonique, un email parce que je le voulais écrit et daté et sans ambiguïté.
Je l'ai rédigé 4 fois sur 2 soirées. Le premier brouillon était trop long et expliquait trop de choses. Le deuxième brouillon était trop couré. N'expliquait rien. Le troisième brouillon était la bonne longueur, mais le mauvais ton. Il se lisait comme une lettre de démission d'un travail auquel j'étais furieuse, ce qui n'était pas le registre que je voulais. Le quatrième brouillon faisait 214 mots. Il disait que je ne serais pas disponible pour coordonner les événements familiaux ou gérer les tâches administratives pour un avenir prévisible. Il disait que j'étais bien. Il disait que j'avais besoin de temps et que je serais en contact quand je serais prête. Il ne disait pas pourquoi, parce que le pourquoi était à moi et je n'étais pas prête à le remettre à quiconque. Ma mère l'a transféré à mon père et à mes frères et sœurs dans l'heure. Je l'avais anticipé. Kofi m'a appelé à 19h43 le même soir. Il a dit qu'il ne comprenait pas ce qui arrivait. Je lui ai dit que j'expliquerais quand je serais prête. Il a dit que ce n'était pas juste pour la famille, que les gens étaient inquiets, que mes parents étaient contrariés, que peu importe ce qui était arrivé au dîner, nous devrions être capables d'en parler comme des adultes. Je lui ai dit que je comprenais cela. Je lui ai dit que je serais en contact. Il n'était pas satisfait. Je n'exigeais pas qu'il le soit. Abena est venue à mon appartement un samedi matin 12 jours après l'email. Elle n'a pas appelé avant. Elle a sonné à l'interphone à 10h23 et je l'ai laissé monter. Parce qu'elle était ma sœur et que je n'étais pas en guerre avec quiconque dans ma famille. J'étais simplement plus disposé à être en guerre avec moi-même en leur nom. Elle s'est assise à la table de ma cuisine. Elle portait un manteau jaune qu'elle avait acheté à Paris il y a 3 ans et qu'elle portait chaque fois qu'elle avait besoin de se sentir elle-même, ce qui m'a dit quelque chose sur l'endroit d'où elle venait. Elle avait apporté des pâtisseries dans un sac en papier, qu'elle a posé sur la table entre nous, et dont aucune de nous n'a touché pendant les 20 premières minutes. Elle a dit qu'elle savait que le toast avait été faux. Elle a dit que notre père l'avait compris presque immédiatement. Que quelqu'un, elle n'a pas dit qui, avait dit quelque chose avant que la soirée ne se termine, et qu'il avait passé le trajet de retour sans parler. Elle a dit qu'il avait été calme pendant des jours. Elle a dit qu'il voulait s'excuser. Mais qu'il ne savait pas comment commencer. J'ai dit, alors il peut m'appeler. Elle a dit, il ne sait pas quoi dire. Il n'est pas bon à ça. J'ai dit, je sais qu'il n'est pas bon à ça. C'est quelque chose qu'il doit régler. Elle m'a regardé à travers la table. Elle avait les yeux de sa mère. Et la façon de mon père d'être calme. Quand elle réfléchissait soigneusement. Elle a dit, tu es différente. J'ai dit, je pense que je suis la même. Je pense que tu me vois différemment parce que je ne fais pas la chose que je fais habituellement, a-t-elle dit. Quelle chose? J'ai dit, rendre les choses plus faciles pour tout le monde. Elle a été calme pour un moment. Puis elle a tendu la main à travers la table et a pris l'une des pâtisseries et a pris une bouchée, et j'en ai pris une aussi. Et nous sommes restés là pendant 40 minutes de plus à parler d'autre chose, son travail, un voyage qu'elle prévoyait, un homme qu'elle voyait, qu'elle a décrit avec la prudence spécifique de quelqu'un qui ne voulait pas porter la poisse. Quand elle est partie, elle m'a serré dans ses bras à la porte avec les 2 bras, le genre de câlin qui signifie quelque chose, et je l'ai serré de la même façon. Mon père a appelé un mardi soir, 11 jours après la visite d'Abena. J'étais à la table de ma cuisine avec un ensemble de documents de projet. Je révisais pour une présentation client le matin suivant, une rénovation hôtelière du côté ouest. Un brief détaillé qui nécessitait une réconciliation budgétaire complète. Mon téléphone s'est allumé avec son nom. À 20h37. J'ai répondu à la 3e sonnerie. Il a dit, Nadia, juste mon nom. Il l'a dit de la façon dont vous dites quelque chose que vous avez pratiqué et que la pratique vient de vous.
Laissez le mot arrivant simplement sans l'échafaudage de tout ce que vous aviez préparé à dire autour. Puis il s'est arrêté. Je n'ai pas rempli le silence. J'avais passé assez d'années à remplir des silences qui ne m'appartenaient pas. Celui-ci était le sien. Après un moment, il a dit, je n'ai pas dit ton nom. Et j'y ai pensé chaque jour depuis cette nuit. J'ai dit, je sais. Il a dit, j'ai essayé de trouver une explication, une raison, une façon de donner un sens à cela que je pourrais te donner, et je n'en ai pas. Tu étais là. Tu avais fait tout. Tu avais la photographie, la salle, les programmes, tout cela. Et tais-toi. Et puis je me suis levé et j'ai parlé de ton frère et de ta sœur et de ton frère et je ne l'ai pas fait. Je t'ai dépassé et je ne peux pas faire en sorte que cela ait un sens parce que cela n'en a pas. Je n'ai pas répondu. Immédiatement. J'ai laissé la déclaration exister par elle-même pour un moment. Sans me précipiter pour la résoudre. Puis j'ai dit, je sais que tu ne l'as pas voulu. Il a dit, cela pourrait être pire. J'ai dit, oui, cela pourrait être. Il y avait une longue pause. Je pouvais entendre la télévision. En arrière-plan chez lui. Un murmure bas, quelque chose avec des voix, là. Texture familière du son dans ce salon le soir. J'avais grandi avec ce son. C'était le son de sa maison étant sa maison, ordinaire et habitée. Il a dit. Je ne sais pas comment réparer ça, Nadia. Dis-moi comment réparer ça. Je lui ai dit que je ne pensais pas que « réparer » était le bon mot. Je lui ai dit que ce dont j'avais besoin n'était pas une comptabilité dramatique ou des excuses formelles, bien que les excuses comptaient. Ce dont j'avais besoin était une habitude différente. J'avais besoin qu'il remarque les choses que je faisais avant que quelqu'un d'autre ne les lui signale. J'avais besoin que le fait de remarquer soit le sien, pas incité, pas après coup, pas parce qu'Abena ou ma mère ou Desmond Clark se penchait à un dîner et disait, sais-tu ce que Nadia a organisé pour toi? J'avais besoin qu'il me cherche de la façon dont il cherchait Kofi et Abena et Wami. Comme une question de cours, sans être dirigé. Je lui ai dit que ce n'était pas quelque chose que je pouvais faire. Appliquer. Ce n'était pas une condition que je pouvais mettre dans un email ou vérifier sur un planning. C'était soit quelque chose qu'il choisissait de faire, ou ce n'était pas le cas. Et je saurais la différence parce que j'avais toujours su la différence. J'avais juste passé 12 ans à décider que cela n'importait pas. Il a été calme pendant un long moment. Puis il a dit, je peux faire ça. J'ai dit, j'espère, papa. Pas, je te crois. Pas, je te pardonne. J'espère. Parce que l'espoir était la chose honnête. La croyance exigeait des preuves que je n'avais pas encore. L'appel a duré 22 minutes. Quand il s'est terminé, je me suis assise à la table de la cuisine pour un moment avec mon téléphone face vers le haut devant moi. Les documents de projet étaient encore étalés autour. La réconciliation budgétaire était encore inachevée. J'ai regardé les nombres pour un moment sans les lire. Puis j'ai fait du thé et j'ai fini le travail et je suis allé au lit. Je suis retourné au dîner de famille en septembre, 4 mois après le mercétable. Le premier était un déjeuner du dimanche chez mes parents. Aucune occasion, aucun marquage, juste le rythme ordinaire d'un dimanche. J'ai conduit au début de l'après-midi. Je suis arrivé à 13h15. Mon père était dans la cuisine quand je suis arrivé. Il faisait du riz jolaf, qui était le domaine de ma mère presque exclusivement. Elle le faisait de la même façon depuis avant ma naissance, et il l'avait regardé faire plusieurs milliers de fois sans jamais le faire lui-même. La cuisine sentait la tomate et le scotch bonnet et la chaleur spécifique d'un pot qui a été à feu doux pendant longtemps. Il a levé les yeux quand je suis entré. Il m'a prise. Pour un moment, mon manteau, mon sac, le fait de moi debout dans l'embrasure de sa cuisine. Il a dit, le trafic sur le Pembridge,
Était-ce lourd? Une petite question, une question spécifique, le genre de question qui dit « Je pensais à ton itinéraire avant que tu n'arrives. Je pensais à quoi ressemblait ta matinée. Je pensais à toi avant que tu n'entres. » J'ai dit « Pas mal. Environ 25 minutes. » Il a hoché la tête. Il est retourné au riz. Ce n'était pas une résolution. Je veux être précise à ce sujet. Une habitude changée en septembre n'annule pas 31 ans d'une habitude inchangée. La question sur la remarque à la cuisinière était un début, un seul point de données, pas encore un modèle. Je n'étais pas assez naïve pour le traiter comme un modèle. Mais je n'étais pas non plus assez défendu contre lui pour ne pas pouvoir le recevoir. Pour ce qu'il était. Un homme apprenant tardivement à chercher sa fille sans qu'on le lui dise. Je ne gère plus les événements familiaux. Kofi a organisé Noël cette année-là, le lieu, la réservation, le groupe de discussion familiale. Sur le timing. Il m'a appelé 3 fois avec des questions que j'aurais résolues sans appeler personne. Des questions sur les politiques de réservation. Et les considérations diététiques et combien de temps à l'avance vous deviez avertir un restaurant à propos d'un gâteau. J'ai répondu à chacune. Je n'ai pas proposé de reprendre. Je ne suis pas resté sur la ligne après la question. Le programme du dîner de retraite est toujours sur ma bibliothèque. J'en ai gardé un exemplaire, le 46e, l'extra que j'avais commandé sans le dire à personne. Il est en bon état. Le papier cartonné épais a tenu. La photographie de mon père. De 29 ans à l'extérieur du bâtiment Alter & Associates est claire et exacte. La restauration précise, les décennies enlevées sans gomme. Je la regarde. Parfois, pas souvent, non pas comme un rappel de l'omission, parce que je n'ai pas besoin de rappel. Je sais ce qui est arrivé et je sais ce que cela m'a coûté. Et je sais ce qui est arrivé après. Je la regarde comme un enregistrement de la chose que j'ai faite qui était bonne, qui était prudente et considérée et bien faite, qui existait indépendamment de si quelqu'un la nommait. Les choses utiles ne sont pas diminuées par le fait d'être négligées. Elles ne sont diminuées que si vous permettez à l'oubli de devenir toute l'histoire. C'est mon histoire. J'ai passé 4 mois et 11 jours à construire le dîner de retraite de mon père. J'ai trouvé la photographie dans une boîte à chaussures dans la 11e boîte dans une salle de stockage. Je l'ai fait restaurer pour $180 et imprimer pour $340. Et je suis arrivé au lieu à 11 h du matin et j'ai porté une robe de la couleur de l'eau profonde. Et je me suis tenu près de l'entrée et j'ai attendu qu'il parle. Il a nommé 4 personnes. Je n'en faisais pas partie. J'ai posé mon verre sur le lin et j'ai pris mon sac et j'ai marché à travers le hall et dans la nuit froide de mai. Et j'ai conduit chez moi et j'ai fait du thé et je me suis assise à ma propre table dans ma propre cuisine et j'ai commencé pour la première fois en 12 ans à me demander ce que je voulais réellement. Si vous avez déjà organisé quelque chose pour quelqu'un que vous aimez, vraiment organisé. Lui avez donné votre temps et votre soin et votre attention spécifique, et ensuite vous vous êtes tenu dans la pièce pendant qu'ils oubliaient de dire votre nom, je veux savoir. Qu'avez-vous fait ensuite? Êtes-vous resté calme? Avez-vous dit quelque chose? Êtes-vous parti? Mettez-le dans les commentaires. Et si cette histoire est une que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui, abonnez-vous. Je vous verrai dans la prochaine.